restaurants sont fermés, les bars sont fermés, les commerces sont fermés, tout est putain fermé dans ce pays. On fait plus de sport, on fait plus rien. On a fermé les lieux culturels, on n'a plus accès. Comment ça naît une dictature? C'est comme ça que ça naît une révolte. C'est comme ça que ça naît une révolution. Quand on n'est plus capable de sentir, il faut qu'on arrête, il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête, il faut qu'on sorte à un moment donné de cette absurdité. Bonjour Maître Divisio. Bonjour. Vous êtes avocat au barreau de Paris et de Rome, spécialiste du droit de la santé publique. Alors vous avez régulièrement dénoncé une mauvaise gestion de la crise sanitaire par le gouvernement depuis le début de l'épidémie, expliquant être dépassé par cette avalanche d'absurdité. Pour vous, est-ce que le gouvernement continue aujourd'hui de faillir dans la gestion de cette épidémie? C'est compliqué comme question parce que je ne sais pas si je dénonce une gestion de la crise. Je ne sais pas si c'est ça le critère. Parce que si c'est ça le critère, d'abord j'ai raison. Si c'est ça le critère, j'ai raison. Puisque finalement on arrive 72e en queue de peloton dans l'étude internationale. Bon, donc ça veut dire que j'ai raison. Mais c'est pas d'abord ça mon propos. C'est pas la gestion qui me pose problème. C'est qu'il y a une série d'actes positifs, une série d'abstentions qui posent problème quand même. Et parmi elles, on peut se poser la question tout au départ. Vous savez, le problème d'une crise sanitaire, l'histoire montre, ça c'est des travaux de l'université de Yale qui montrent ça, qui montrent que le problème d'une crise sanitaire, ça a été le cas pour Ebola par exemple, c'est que la manière dont vous allez en sortir dépend de la façon dont vous y entrez. C'est automatique. Il y a une corrélation exacte. Pour une raison simple, c'est qu'en particulier dans les épidémies, ça il faut écouter Raoult le dire, il a parfaitement raison sur ce point, le temps perdu ne se rattrape jamais. Et donc, on peut se poser la question de savoir si finalement, on vous parle de première vague, de deuxième vague, de troisième vague, mais au fond, est-ce que tout ça n'est pas un ensemble qui fait qu'à un moment, on a raté une entrée, et comment on l'a raté? Avec des lits de réanimation qui n'étaient pas prêts, et qui du coup ne sont toujours pas prêts, avec une politique sanitaire de traitement des autres pathologies qui n'était pas du tout au point et qui ne l'est toujours pas, avec une désimplication de la médecine de ville qui est toujours effectivement défaillante, on le voit même dans la vaccination par exemple, sur lequel on reviendra, avec une politique de test qui est le cœur du cœur, de dépistage. Le dépistage, c'est le cœur du cœur, d'ailleurs c'est pas pour rien si on a des dépistages organisés aujourd'hui dans le cancer, des dépistages de masse, c'est parce que si vous voulez peser sur une maladie, ce qui va compter, c'est de réussir à cibler les malades, les populations. Donc un test n'a rien fait. Dans une épidémie contagieuse, si vous voulez éviter la propagation, vous allez devoir tracer les malades, et reconstituer leur environnement pour éviter effectivement une propagation. Ça n'a pas été fait. Si vous regardez la protection des soignants, vous pouvez prendre n'importe quelle épidémie. Il y a des travaux d'Harvard là-dessus, en 2002, un petit peu avant, fin 2001, qui vous montrent que une épidémie, le premier cluster, le premier foyer épidémique, quelle que soit la maladie, il parlait effectivement de je ne sais plus quelle maladie, mais ça a été déjà le cas en 2009 par exemple pour H1N1, le premier foyer, c'est l'hôpital. Et donc, la protection du soignant est le cœur effectivement du dispositif. L'OMS l'a redit récemment, il l'a dit au début de la crise, la protection du soignant, c'est par là qu'on entre dans une crise. C'est par là, si vous ne protégez pas les soignants, eh ben vous allez vous retrouver très vite en situation compliquée parce que vous n'avez plus personne pour soigner. Le contrôle des frontières, puisque sur un virus qui est un virus du voyage, le contrôle des frontières est une nécessité absolue. Sinon, j'exporte et j'importe. Tout ça, ça n'a pas été fait. Et donc, tout ça, ça n'a pas été fait. Et puis, il y a un dernier point qui n'a pas été fait, c'est miser de manière sérieuse sur des traitements qui sont la clé pour lutter contre une épidémie. Non pas des traitements qui fonctionneraient à 100%. D'ailleurs, je rappelle quand même que le vaccin ne fonctionne pas à 100%. On ne se pose pas ces questions-là. On admet l'hypothèse qu'un vaccin puisse être efficace à 40%, par exemple, on dit c'est pas très grave, c'est mieux que rien. Et c'est pas faux d'ailleurs, le fait que c'est mieux que rien. Après, il y a un problème de bénéfice-risque, mais l'idée de se dire si ça, déjà ça évite 60%
de contamination, c'est pas mal. Mais ce raisonnement-là, on ne l'a pas eu pour les traitements. D'autre part, et je termine, on a un problème avec la chaîne de commandement. Dans une épidémie, il faut savoir qui commande. C'est comme dans une guerre, pas qu'on est en guerre. Vous savez, Clémenceau, hein, Clémenceau disait, pour gouverner, il faut être en nombre impair, et 3, c'est déjà trop. Qui prend les décisions? Eh bien, la réponse, c'est personne. Et donc, plus vous avez un processus décisionnel complexe, et moins vous avez de temps pour décider, et plus à un moment, vous allez vous retrouver dans une situation de blocage. L'administration, elle n'est pas faite pour gouverner, elle est faite pour exécuter. Or, nous n'avons pas de gouvernement, nous avons une administration. D'ailleurs, on le dit, l'administration de la santé. Mais l'administration de la santé, eh ben, elle n'est pas là pour prendre des décisions politiques, elle n'est pas là pour prendre des décisions qui intéressent les pouvoirs publics, elle est normalement juste là pour administrer. Alors, est-ce qu'aujourd'hui c'est mieux? Regardez ce qui se passe en ce moment. On n'a aucune idée d'où on se contamine. C'est quand même un truc de fou quand vous y pensez, que sur le plan de la communauté internationale, on ne soit pas capable aujourd'hui, avec un degré de certitude suffisant, de savoir où on se contamine avec précision. C'est quand même un vrai souci. Donc toutes les mesures qu'on prend, elles sont des mesures qui nécessairement sont à l'aveugle. On n'a aucune idée si le confinement marche. Alors on postule qu'il marche. J'entends Jean-Paul Stahl vous dire « ça marche ». Très bien. Mais alors si ça marche, pourquoi les pays qui l'utilisent, l'Argentine, qui l'a utilisé massivement pendant 8 mois, n'a pas une décrue brutale, permanente de la contamination? Alors évidemment, on a toujours une explication. Bah parce qu'ils ne le respectent pas. Bah oui, mais bon. D'abord, il faudra apporter des éléments là-dessus. Mais peu importe. La Suède. La Suède, elle fait pire. Bah, elle fait pire que qui? Elle fait pire que qui, la Suède? Pire que nous? Non? Pire que qui? Pire que ses voisins nordiques? Oui, si vous voulez. Mais le fait est qu'elle ne fait pas mieux, elle fait pas pire que nous. Donc c'est qu'à un moment, il y a une question. Et le problème, c'est que tout ça n'est pas pensé, en fait. Regardez ce qui se passe en ce moment, ça m'a frappé. Vendredi, on vous explique que dimanche, les commerces de plus de 20 000 km ferment. Pourquoi? Pourquoi? Ah ben parce que c'est des lieux de brassage de population. Quoi? Plus c'est grand, plus c'est problématique? C'est ça que je comprends? Et les transports, alors? C'est pas un lieu de brassage? Ah non, les transports, c'est pareil. On ne se contamine pas dans les transports, parce qu'on est tous masqués. Et parce que dans les commerces, on ne l'est pas? Si. Mais c'est pas pareil. Et pourquoi c'est pas pareil? Parce que les transports, c'est aéré. Ah. Alors, il faut falloir un jour descendre dans le métro, quand même, parce que vous allez voir qu'au niveau aération, le métro, c'est pas génial, quand même. Hein. Sur un virus contact, principalement contact, on m'explique que les transports en commun ne sont pas contaminants. Les barres du métro, tout ce que vous voulez, c'est pas contaminant. Là, vous pointez beaucoup d'incohérences, en fait, finalement, des mesures qui... Je pointe surtout le fait que le gouvernement n'est pas dans une attitude... Il n'y a pas d'attitude constante là-dedans. Il n'y a pas de... C'est assez frappant. Je suis un peu parti pris, mais c'est un peu frappant quand on voit l'attitude de Raoult et l'attitude du gouvernement. Raoult, quoi qu'on en dise, c'est un mec qui... Ce qui me frappe à l'IHU, pour bien les connaître maintenant, c'est qu'ils ont une position qui est constante depuis le départ. Alors on dit, Raoult, il a évolué. Tant mieux s'il a évolué. C'est-à-dire qu'à un moment... Donc ça veut dire qu'il est capable de se dire que certaines choses sont nécessaires pour avancer, qu'on peut remettre en question certaines choses. Mais surtout, il n'a pas remis en question la structure de ce qu'il a dit. Puis le départ, il teste, il prend en charge, il traite les marins-pompiers pour les eaux usées. Pourquoi les eaux usées n'ont pas été généralisées plus tôt? Ça y est, on commence à y venir. Depuis mars, les patients sont pris en charge à domicile. La HAS vient de le dire en septembre. Donc on voit qu'il y a une constance chez Raoult. C'est assez impressionnant, hein, pour commencer à bien le connaître. C'est très amusant de voir ce type, qui est vraiment très différent de l'image qu'on en a. Enfin, j'en sais rien, je ne sais pas quelle image on en a, mais c'est assez amusant, parce que c'est un garçon qui, en tout cas son IHU en général, je ne dis pas qu'il est parfait, hein, mais qu'il y a une constance, en fait, dans ce qui est fait. Et c'est exactement cette constance-là qui fait défaut chez les pouvoirs publics, en fait. Et comment vous expliquez cette inconstance des pouvoirs publics alors? À cause de l'hyper-administration. Chez Raoult, c'est Raoult qui décide. C'est Raoult qui décide. Entouré d'un staff compétent
d'un conseil scientifique de gens qui sont choisis pour ça. Ils ne vont pas effectivement vous expliquer le sens du vent, ce n'est pas leur boulot. Ils ne vont pas venir vous dire effectivement comment on soigne le cancer, ils n'en savent rien. Mais sur la question de la gestion d'une épidémie, ils savent de quoi ils parlent. Les marins-pompiers ont été sollicités. Donc c'est-à-dire que vous avez sollicité la brigade des marins-pompiers de Marseille tout de suite. Les EHPAD, vous avez des dépistages qui sont faits dans les EHPAD en quelques heures, isolés, tracés tout de suite dans les EHPAD. Vous avez un test des patients depuis le début, en fait. Et vous avez, parce que vous avez un pilote à bord de l'avion, parce qu'à un moment donné, vous avez quelqu'un qui commande. Mais le problème, c'est qu'on touche à un débat qui n'est pas inintéressant tout au long de la sociologie administrative. Qui commande? Est-ce qu'on admet l'idée qu'il y ait un Churchill? Est-ce qu'on admet l'idée qu'il y ait un De Gaulle? Moi, je vois ici, je vois un Paul Reynaud, quoi. Je vois des gens qui se posent la question du sexe des anges, et en même temps, quand ils prennent des mesures d'autorité, ils les confondent avec des mesures autoritaires. L'autorité, c'est pas l'autoritarisme. C'est pas ça, en fait, en philosophie politique. Là, vous pensez que le costume est trop grand pour Emmanuel Macron? Le paradoxe de l'histoire, je pense qu'Emmanuel Macron, si vous voulez mon avis à titre strictement personnel, je pense que non. Je pense que c'est un type qui est pragmatique. Il a un sens pragmatique. Le problème, c'est qu'il est entouré d'une bande de bras cassés, quoi. Parce que le système est ainsi fait en France que le président, il faudrait qu'il s'impose. Mais en même temps, c'est compliqué de s'imposer dans un système hyper administrativisé dans lequel vous n'avez pas de pouvoir. Santé publique France fait un truc, la HAS en fait un autre, la NSM en fait un troisième, et vous avez effectivement des ministres qui se tirent dans les pattes tous les deux matins. C'est compliqué, vous êtes dans une cour de récréation. Faut bien comprendre que le gouvernement actuellement ressemble, et toute cette crise-là, elle ressemble effectivement à une bande de gamins qui s'agitent et qui jouent, j'ai presque envie de dire, qui jouent au docteur, quoi, hein. C'est un peu ça. Les mecs du conseil scientifique, enfin pardon, hein, mais les types du conseil scientifique, mis à part jouer au docteur, je ne sais pas ce qu'ils font. Hein. La vraie question, c'est est-ce que j'ai une politique de gestion de la crise? La réponse est non. Parce que, parce que tout simplement, je suis en pleine panique. Je panique. Je suis dans une situation de total inconnu, j'ai un système qui n'est pas prêt, je navigue à vue, j'ai besoin de satisfaire plusieurs intérêts contradictoires, compliqués, et donc je n'ai pas de visibilité sur ce que je fais. Je ne sais pas quoi faire. Ce qui se passe là, qui se révèle, c'est que je ne sais pas quoi faire. C'est le bordel. Le problème, c'est que c'est le bordel. C'est ce que je vous disais sur le fait du capitaine du navire. Le capitaine, c'est celui qui montre le cap. C'est Raoul qui dit ça, qui dit, dans une tempête, dans un navire, celui qui a peur, enfermez-le dans la cale. Celui qui panique, enfermez-le dans la cale. C'est ça. On est dans une panique. Mais je crois, vraiment, moi, je ne crois pas, je vous l'ai dit, à cette question du complot, machin, alors peut-être que je suis naïf, hein, mais peut-être. Je crois surtout à une incompétence généralisée parce que nous avons un problème, la santé publique, tout le monde s'en tape. On s'en fout. Ça n'existe pas, la santé publique. Ça fait chier, la santé publique. C'est cher, on a plein de lits qui servent à rien en général. Le matos médical, putain, ça coûte une blinde. Il faut avoir des traitements tout le temps. C'est vachement plus drôle de les avoir en Chine, d'aller les chercher quand on en a besoin. Bah oui, sauf quand la Chine confine. Ça, c'est con. Parce que du coup, après, ça déstabilise tout le monde. Mais on n'a pas de politique de santé publique. On n'en a pas. La lutte contre l'obésité, on n'en a pas. La prise en charge du cancer, c'est très compliqué. Les IRM, on est les derniers quasiment d'Europe. On n'a pas de politique de santé publique. Alors justement, pourquoi est-ce que le gouvernement n'a pas fait le choix de s'appuyer davantage sur les médecins libéraux? Tant pis pour leur gueule. Je suis un fervent défenseur des médecins libéraux. Mais sur ce coup-là, tant pis pour leur gueule. Parce qu'ils n'ont pas réussi à s'imposer dans le paysage. Parce que il y a deux raisons. La première, effectivement, c'est que le médecin libéral est représenté par des gens qui, je crois, ne croient même plus en la médecine libérale. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas ce que c'est que la médecine libérale. J'ai vraiment ce sentiment, au bout de 20 ans, que les syndicats représentatifs de médecins libéraux ont beaucoup de mal à faire émerger un libéralisme de la médecine. Quand vous êtes financé majoritairement par la convention médicale, quand vous avez une prime, le fameux ROSP, le revenu sur objectif,
Quand vous avez des primes au bon comportement, le gentil docteur, le méchant docteur, que vous dépendez des forfaits de la caisse, il reste quoi du libéral? Quand les syndicats représentatifs dépendent pour leur survie financière des fonds conventionnels de l'assurance maladie, donc dépendent des fonds publics, il reste quoi du libéral? Il est où le libéral? Je veux dire, c'est intéressant, hein, je vous enverrai un lien vers... on a fait le tour du monde, nous, sur un an, des médecins, avec mon épouse qui est prod, qui est productrice, et c'est pas inintéressant, un médecin français, qui vous dit, est-ce qu'on est libre? Est-ce qu'on est libéral? Est-ce qu'on est libre? Ben non, on n'est pas libre. On est dépendant de la Sécu, on est dépendant de l'industrie pharmaceutique. On dit ça quand même. Médecin généraliste. Et pourquoi on ne s'appuie pas sur les médecins libéraux? Mais parce qu'en France, on n'a pas confiance dans les médecins. On n'a pas confiance. Alors je suis tenté de vous dire, 9 mois plus tard, qu'on a peut-être raison. Vraiment. Hein. Ça me coûte vachement de dire ça. Vraiment. Mais jamais comme... Je ne sais pas comment on sortira de cette crise et je suis très inquiet sur le plan de la confiance entre le médecin et le patient. On a vu des choses qu'on n'aurait jamais dû avoir, qu'on n'aurait jamais dû voir. Le médecin, dans une partie, les syndicats de médecins ont failli largement dans la défense du patient. Or, il ne faut quand même pas oublier à un moment donné qu'on ne défend pas un médecin si c'est pour ne pas défendre... les deux sont liés. Et je crois... J'ai beaucoup d'admiration, moi, pour le médecin généraliste, en particulier de premier cours. Médecin libéral, j'ai beaucoup d'admiration. Pour autant, dans cette crise, on ne s'est pas appuyé sur eux parce qu'on n'a pas confiance en eux, d'une part. Et d'autre part, parce qu'il y a une certitude en France que l'administration fait tout mieux que les acteurs de terrain. Le gouvernement pense qu'une crise, ça se gère d'en haut. C'est pas vrai. Une crise, ça se gère d'en bas. Et celui à qui il faut faire confiance, en théorie, c'est votre médecin. C'est le médecin libéral, c'est le médecin de premier cours. Et si effectivement on avait laissé les médecins de premier cours gérer cette crise, en toute honnêteté, elle aurait été vachement mieux gérée. Parce qu'ils connaissent les patients, parce qu'on arrive effectivement à faire des choses intéressantes dans une relation de confiance. La vaccination, c'est vous dire, ça m'amuse beaucoup, parce que la vaccination, si vous n'impliquez pas les médecins de ville, s'ils ne vaccinent pas en ville, je veux dire, s'ils ne vaccinent pas dans les cabinets, vous la foirerez la vaccination, c'est évident. Celui qui peut effectivement être la courroie de transmission, c'est le médecin de ville, à condition qu'il joue le jeu. Ce qui pose un autre problème. Ce qui pose une autre question. Est-ce qu'ils ont joué le jeu? Est-ce qu'à un moment donné, dans cette crise, le médecin tout court n'a pas lui aussi cédé à une forme de panique? Le médecin, il n'est pas là pour paniquer. Il est là pour me rassurer. On dit, ouais, mais Raoult, c'est un rassuriste. Mais super si c'est un rassuriste. Quand demain j'ai une maladie grave, rassurez-moi. Donnez-moi le courage de me battre. Venez pas me dire, ouais, de toute façon, tu vas crever, laisse tomber, c'est mort. Je veux dire, laisse tomber, tu vas souffrir, ça va être épouvantable, tu vas avoir de... Non, mais ça va pas la tête. Donc vous voyez qu'il y a une forme de panique généralisée à laquelle on a cédé. Et c'est ça qui m'inquiète, en fait. Qu'est-ce qu'ils cherchent, ces médecins qui viennent... On a les rassuristes et les alarmistes. Mais on oublie que... Je termine, mais on oublie qu'au mois de février, les alarmistes d'aujourd'hui étaient les rassuristes d'hier. On oublie qu'en février, ces gens ont dit que finalement il ne se passerait rien. C'est quoi? C'est pour faire oublier qu'ils ont dit qu'il ne se passerait rien, qu'aujourd'hui ils sont obligés de dire que c'est la peste? Et qu'on va tous mourir? Mais ils avaient tort le premier jour, ils ont tort aujourd'hui. Et du coup, ça pose un problème. C'est-à-dire que cette crise, elle a été commentée abondamment, en temps réel, sur les plateaux télé. Mais est-ce qu'elle a été gérée en temps réel par ceux qui devaient la gérer? Est-ce que les patients ont été soignés en temps réel? En réa, sans doute. Encore que. Encore que. Encore que. Il faut être honnête, il faut avoir le courage des mots. Est-ce qu'on a soigné les patients? Tous les patients. Il faut se la poser, cette question. Il faut oser cette question. Il faut oser la question du tri des patients. Sans tabou, je veux dire. Si on veut avancer, il faut se la poser, cette question. Est-ce qu'effectivement... de dire aux patients, restez chez vous, en attendant que ça s'aggrave. On me parle de... Là, est-ce qu'on imagine l'angoisse des patients? Où tous les soirs à la télé, on vient leur dire, mais attendez, c'est super grave, il y a eu 15 000 morts, 20 000 morts, 30 000 morts. Mais restez chez vous, hein. Puis ça, si ça s'aggrave, tant pis. Est-ce qu'on imagine? C'est un anxiogène qui est très fort dans les médias. C'est terrible. C'est terrible, terrible. C'est épouvantable. Ce climat anxiogène, il ne sert que là. Il y a une dictature de la peur, quand même. Mais qui il sert, justement, ce climat anxiogène? D'abord, il sert les médias. Maintenant,
L'anecdote, c'est quand j'étais chez Jean-Marc Morandini en mars, l'année dernière, il se passait un truc marrant. J'avais dit, et tout le monde autour, je ne sais plus qui il y avait, les médecins qui étaient là, chroniqueurs, et tout le monde disait ouais, vous savez, oui, quelques-uns d'entre nous seront malades, mais et puis voilà, quelques personnes âgées, mais on va se protéger, mais il faut pas paniquer, quoi. Et moi j'arrive et je dis ouais, enfin bon, vous savez ce qui se passe en Italie là? Les réanimateurs italiens avant-hier vous ont fait une conférence de presse dans laquelle ils disent qu'ils commencent à trier les patients, hein? Hein? Quand même, hein? Réaction de Jean-Marc Morandini. Mais il ne faut pas dire ça! Pas dire ça pourquoi? Vous allez faire paniquer les gens! Mais enfin, je vous explique qu'à 1h30, j'ai vécu en Italie. Hein? J'ai vécu 7 ans, donc je les connais, les mecs. Je veux dire, ils vous expliquent qu'ils sont en train de trier les patients. Mais vous cherchez quoi? Faire paniquer les gens? Non. Je ne cherche pas à faire paniquer les gens, je cherche à dire qu'il faut se bouger le cul, quoi. Et pas faire comme si ça n'allait pas arriver. Bien. Et vous voyez ce qui se passe, c'est intéressant. À l'époque, je me souviens d'une anecdote, quand je suis arrivé, disons, attendez, moi je veux des FFP2 pour les soignants, j'ai un médecin généraliste de la République En Marche en face de moi, qui me dit, mais enfin, vous faites paniquer les gens avec ces demandes, c'est totalement stupide, on va la gérer, cette crise, comme n'importe quelle grippe. Il était de bon ton à l'époque d'être rassuriste. Et les alarmistes, je n'étais pas alarmiste d'ailleurs, moi je m'en fous, je disais juste, il y a un truc qui a dû tomber sur le coin du nez, je veux protéger mes clients. C'est tout en fait. Hein. Je parlais même pas de masse en population générale, moi. Je parlais des soignants, en fait, des FFP2. Et avec les mecs refusaient des FFP2. Ça n'a même pas fait l'unanimité auprès de la communauté des soignants. Les médecins sur les plateaux télé, qui aujourd'hui crient « Mon Dieu, à la peste !» à l'époque, personne n'a soutenu les actions que nous avons menées. Personne. Et il était de bon ton d'être rassuriste à l'époque. Il ne faut pas faire paniquer les gens. Et celui qui disait « ça va nous tomber sur le coin du nez ». Moi, le 25 février, j'ai publié une tribune que la presse a refusée, aucun journal n'en a voulu, dans laquelle je disais « ça va nous tomber sur le coin du nez, voilà ce qu'il faut faire. Voilà ce qu'a fait l'Italie, voilà ce qu'il nous faut faire. » On le fera 3 semaines plus tard. Mais à l'époque, on m'avait dit, les rédacteurs m'ont dit « on dit, mon attaché de presse, non, mais il ne peut pas faire paniquer les gens comme ça. Là. Il dit, mais c'est complètement con, là. Là, je veux dire, attends, c'est l'apocalypse, là. » Et finalement, aujourd'hui, c'est l'inverse. Les Toussaint, les ce que vous voulez, c'est des rassuristes. C'est pas bien être rassuriste. C'est une question de mode. Et demain, quand on sera sorti de la crise, eh ben, peut-être que être rassuriste sera de nouveau à la mode. C'est une question de mode. Vous avez parlé tout à l'heure de la liberté des médecins. Peut-être avoir votre avis sur le décret du 22 décembre qui modifie le code de déontologie des médecins en ce qui concerne leur communication professionnelle. C'est un décret qui a été... un recours qui a été déposé devant le Conseil d'État notamment. Et le professeur Perron et d'autres professeurs ont dénoncé une limitation de la liberté d'expression. Non. Pour vous, non, c'est pas justifié. Non. C'est ça qui est très drôle. C'est que l'ordre pense avoir fait un super coup, alors qu'en fait, ça change que dalle. Hein. Ils étaient muselés avant, ils sont muselés après, hein. Pas plus, pas moins. Hein. Vous savez ce qui s'est passé? Avant, c'est l'article 13 du Code de déontologie. Avant, on avait, c'est ce qu'on reproche à Raoult, on dit que le médecin, lorsqu'il communique des informations à caractère médical, sanitaire, doit faire preuve de la plus grande prudence, etc. Et on a rajouté un mot, scientifique. Sauf que finalement, c'était déjà le cas. En fait, la jurisprudence considérait que c'était déjà le cas. Donc si vous voulez, là aussi, ça demande un tout petit peu de spécialité quand même. Hein. Le droit de la santé, c'est un métier. Je veux dire, ça m'a beaucoup amusé que Perron attaque ça, parce que ça veut juste dire qu'en fait, on fait dire... J'écoute le professeur Raoult en parler, qui s'indigne. Ça m'amuse qu'il s'indigne, parce que je comprends pourquoi lui s'indigne, mais parce que ça l'énerve. Je comprends que ça l'énerve, parce que Raoult est ainsi fait qu'il n'aime pas qu'on touche aux libertés des médecins. Il a raison, hein. Il a raison. Mais dans les faits, ça ne change rien, ce truc. Et que, faut pas... Enfin, on s'en fout. Le vrai problème, il n'est pas là. C'est pas ça, le vrai problème. C'est pas ça, le vrai problème. Le vrai problème, il n'est pas là. Le vrai problème, c'est qui a tort? Raoult
ou les autres. Je le dis différemment. Moi, que le médecin... Je vais vous dire. Est-ce que Raoult a déconné en février lorsqu'il a dit Covid fin de partie? J'en sais rien. Je le dirai. Mais c'est pas cette question-là que je me pose, moi. Je me pose d'autres questions. Quand je vais dire que finalement il y a 400 000 morts qui vont arriver, est-ce que j'ai le droit de dire ça? Lorsque je vais sur les plateaux télé pour dire que Perron est un singe, un chimpanzé, un con, est-ce que là, je suis encore dans la délicatesse confraternelle? Est-ce que je suis encore dans l'article 13? Lorsque je viens expliquer que le confinement est absolument nécessaire, alors que j'en sais foutrement rien, qu'il y a une controverse, est-ce que je ne suis pas encore dans l'article 13? Est-ce que c'est plus grave de dire Covid fin de partie ou de dire confiner tout le monde, alors que j'en sais rien? Que le confinement, ça marche, alors qu'il n'y a pas plus de certitude finalement que le confinement qu'il y en aurait sur la chloroquine à ce rythme. Est-ce que c'est plus grave de dire Covid fin de partie ou de mentir à des sénateurs et de faire pression quand on est médecin, directeur général de la santé, pour modifier un rapport? Quand j'entends un Jean-Paul Stahl en interview croisée avec moi dire « le confinement, c'est la seule chose qui marche », il a le droit de dire ça, c'est sûr. Et moi, si je dis la chloroquine, c'est le seul traitement qui marche, c'est la même chose? Ah non, c'est pas la même chose. Pourquoi? Ah, parce que vous avez 15 études qui disent que ça marche pas. Mais moi, j'ai 15 études qui disent que le confinement marche pas. Ah, mais elles valent rien, vos études. Ah ouais. Donc, si vous voulez, le problème, il est là. C'est que la question de l'expression du médecin, elle est intéressante dans cette crise. Tout le monde a trop parlé. Mais curieusement, enfin, tout le monde a trop parlé. Tout le monde a parlé. Tout le monde a beaucoup parlé. Pour autant, c'est curieux parce que finalement, on vient rajouter un article sur les communications à caractère scientifique, machin, qu'il faut... Alors, on a, des copains appellent ça, enfin des magistrats que je connais, appellent ça le décret anti-Raoult. Peut-être, mais ça me fait marrer parce que finalement, le confinement, je reviens sur le confinement, ça marche? Ouais, ça marche. Ah ouais. Donc, vous savez comment? Moi, j'ai des études. Ah ouais. Mais moi, j'ai des études qui vous disent que ça ne marche pas. Donc, si j'arrive, comme Jean-Paul Stahl, et je dis le confinement, c'est la seule chose qui marche, donc il est susceptible d'être poursuivi alors. Aujourd'hui, il était déjà avant. Mais si je comprends bien, avec cet article, maintenant, il va être poursuivi. On va bien voir. On va bien voir. C'est de la com, tout ça. C'est de la com, c'est de la merde. On s'en fout. C'est l'ordre qui fait n'importe quoi. C'est l'ordre qui brasse, qui essaie d'exister. Il est en train de se noyer. Il voit qu'effectivement, il ne sert à rien. Et donc, il y a une espèce de sursaut. Voilà. Je voudrais revenir aussi sur l'affaire du remdesivir et l'hydroxychloroquine. Dans une interview accordée à TV Liberté, vous avez dit que cette affaire avait l'odeur et la couleur d'un scandale de santé publique. Je pense qu'effectivement, j'avais complètement raison et que regardez le remdesivir, regardez ce qui s'est passé depuis. On s'aperçoit aujourd'hui, on sait aujourd'hui qu'en novembre, colonne du Monde, infectiologue dans les colonnes du Monde, vous explique qu'en novembre, il a continué à être dispensé à l'hôpital. Et vous avez vu aujourd'hui, vous avez vu dans les études cliniques, dans les tweets de certains médecins un peu influents, vous avez vu comme il revient? Il dit qu'il y a des essais cliniques prometteurs. Mais ça ne marche pas, le remdesivir. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on veut absolument le refourguer? Karine Lacombe a dit que ça ne marchait pas, en juin à l'Assemblée. En juillet, Éric Combes. Oui, mais Éric Combes, il est en train de se péroniser, va-t-on dit. Donc ça compte pas, la vie. Karine Lacombe, elle est en train de quoi? Se raoultiser? On va les marier? Je veux dire, non, parce que, je veux dire, je sais pas, Karine Lacombe, elle vous dit en juin à l'Assemblée, elle vous dit, ça marche pas, vous dire, ils ont encore les images, elle vous dit, ça n'a aucun effet sur la mortalité. Moi, ce qui m'intéresse, c'est des médicaments qui ont un effet sur la mortalité. Ça réduit peut-être un peu la durée d'hospitalisation, mais pas tellement. Comme, en juillet, vous dit, mais je comprends pas, c'est quoi ce truc? Ça marche pas. Il vous dit en substance, il vous dit comme ça, hein, ça a été testé sur 3 macaques, mais ça n'a pas été testé ce truc. On le sait. On le sait que ça ne marche pas. Donc pourquoi est-ce que j'ai une autorisation temporaire d'utilisation? Pourquoi? La TU, elle est donnée quand il y a une présomption d'efficacité. Sur quoi elle repose, la présomption d'efficacité? Et pourquoi l'Union européenne en achète au mois d'octobre? Il n'y a plus de débat au mois d'octobre sur l'efficacité.
Elle les achète, elle les valide, et une journée plus tard, sort Solidarity, là. Pas Solidarity, enfin une des études, là j'ai oublié son nom, mais effectivement sort une des études sur le remdesivir, qui montre que ça marche pas. Ouais, c'est Discovery, qui montre effectivement que ça marche pas. Et l'OMS, le lendemain ou 48 heures après, va dire « Oh ben non, ça marche pas ». Et la DGS, pendant ce temps-là, alors qu'on savait que ça marchait pas, le laboratoire n'a même pas fait la demande d'AMM, on savait que ça marchait pas, la DGS continue d'envoyer des courriers aux hôpitaux pour dire « Si t'en veux, j'en ai ». On dirait de la cam, quoi. Je veux dire, mais c'est quoi cette histoire? Gratos, en plus. Je veux dire, si vous voulez, il y a un problème. Puis moi, j'ai aucune prétention de vérité. Ce que je dis depuis le départ, hein. Moi, j'ai pas de prétention de vérité. Ouh là là. Mon métier m'a appris l'humilité. Moi, j'ai pas la vérité. Mais le juge, là. Le juge, là. Et donc, il n'y a pas de problème. Pourquoi est-ce que je me fais insulter quand je parle du remdesivir? Je comprends pas. Où est le problème? Les médecins qui m'insultent, ils veulent pas la vérité? Tout de suite, ils me disaient, et la chloroquine? Mais la chloroquine, elle n'a pas bénéficié à la RTU, la chloroquine, justement. C'est-à-dire que c'est bizarre, quand même. C'est bizarre que l'ivermectine n'ait pas de RTU non plus. Pas une ATU, une RTU, c'est un truc beaucoup plus faible. Pourquoi elle l'a pas? Ça n'intéresse pas de valider des trucs? Bah non, ça n'intéresse pas. C'est ça qui est très curieux, si vous voulez. Ce qui est très curieux, c'est que le vaccin, par exemple, très bien, il est efficace, peut-être, super, tant mieux, en soi. Mais quand même, ce qui se passe avec AstraZeneca là, hier, c'est intéressant. Dans les jours qui ont précédé. L'Allemagne n'en veut pas pour les plus de 65 ans. Elle vous dit non, non, non. On ne veut pas. L'Union européenne valide l'AMM, y compris pour les plus de 65 ans. Alors qu'il n'y a pas de démonstration d'efficacité. Pfizer, c'est écrit partout. Il n'y a pas de démonstration d'efficacité sur les plus de 75 ans. On le sait. Mais quand je dis ça, j'ai droit à quelques prints de LCI ou de BFM avec l'avocat qui se prétend spécialiste en santé. Merci. Je prétends spécialiste en rien d'abord. Mais c'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Qu'est-ce qui pose problème? Pourquoi on n'a plus le droit d'interroger les choses? Pourquoi le seul médicament qu'on a le droit d'interroger, c'est la chloroquine? Pourquoi on fait une enquête exclusive sur la chloroquine? En travestissant les données d'ailleurs. Pourquoi? C'est une question intéressante. Pourquoi? Et pourquoi le remdesivir, personne ne s'y intéresse? Je sais pas. C'est peut-être ce qu'il faut découvrir. Pourquoi? Vous pensez que c'est lié à des enjeux purement financiers? Oui, je crois, oui. Oui, je crois. Si vous demandez mon avis, oui, je le crois. C'est comme ça que ça naît un scandale de santé publique. C'est quand à un moment donné, une agence sanitaire fricote d'un peu trop près avec un laboratoire privé. C'est quoi le Mediator? Le Mediator, à la fin, c'est quoi? C'est quoi la dépakine? Bah, c'est qu'on va s'apercevoir, le scandale de la dépakine, c'est qu'on la phétotoxicité de la dépakine, c'est qu'on va s'apercevoir que finalement, peut-être que Sanofi a un petit peu traîné dans le lit des mecs de la NSM, peut-être, de tout près, que les experts de la NSM ont un petit peu de lien avec Sanofi, que voilà, mais pas trop, mais un peu, mais pas suffisamment, mais quand même. Mais il faut pas le dire, mais si quand même. Voilà, c'est ça le truc. Moi, quand j'entends un Jérôme Marty, là, qui m'amuse beaucoup, dans 39.9, là, le truc de Jeanne Baron, qui m'a agacé au possible, mais c'est pas grave, qui vient dire mais les conflits d'intérêts, c'est pas le problème. Tout le monde sait qu'il y a des conflits d'intérêts. Ah bah alors, d'abord, c'est pas vrai. D'abord, c'est pas vrai. D'abord, c'est pas vrai, parce que les gens qui sont censés dire qu'il y a un lien d'intérêt ne le disent pas, donc comment on le saurait? Bon. Et ensuite, c'est pas parce que tout le monde le sait que pour autant c'est bien. Et je trouve ça incroyable qu'un président de syndicat vous dise que tout le monde sait qu'il y a des liens d'intérêt entre les médecins et les labos. Faut arrêter, quoi, à un moment donné. Et que c'est pas un problème. Bah, si, quand même. Si, quand même. Alors, je sais pas s'il dit que c'est pas un problème, mais je veux dire, en tout cas, il dit que tout le monde le sait. Mais si, c'est un problème. Et ici, si la NSM a un petit peu fricoté de trop près avec Gilead, quand même, hein, il faut quand même se souvenir d'un truc. Hein. Gilead, ils ont réussi à multiplier le chiffre d'affaires de manière vertigineuse avec un truc qui ne marche pas. C'est extraordinaire, quand même. Putain, c'est vachement bon. Hein. Ça ne marche pas, ce truc. Raoult le dit depuis mars que ça marche pas. Il dit, quand je suis arrivé au conseil scientifique, là, la première chose qu'on m'a vendue, c'est le remdesivir. Chaque fois qu'on allait sur les plateaux, c'était pour me parler du remdesivir. Et on savait que ça marchait pas. Et à la fin, ça marche pas. En fait, on ne sait pas dans quelle proportion il a été utilisé en France, par exemple. Mais comment la FDA américaine a pu approuver ça? C'est une question intéressante, quand même. Comment la FDA américaine a pu valider un traitement contre le Covid qui ne marche pas, dont l'OMS vous dit qu'il ne marche pas? Comment c'est possible? Comment c'est possible?
C'est la question qu'il faut se poser. Comment l'Agence européenne du médicament a-t-elle pu dire « Ah oui, mais nous, on ne savait pas ». Et quoi, vous ne savez pas quoi? Parce qu'en fait, l'essai clinique, il est sorti, enfin, l'étude, elle est sortie une journée plus trop tard. Et on ne le savait pas. Oui, mais le labo le savait, lui. L'OMS le savait, lui. Donc, il s'est passé quoi dans cette histoire? Bah, c'est ce qu'il faut découvrir. Est-ce que vous pensez que trop d'espoirs ont été placés dans les vaccins qui sont un peu présentés comme une espèce de solution miracle pour endiguer l'épidémie et retrouver une vie normale? J'ai un client, Emmanuel Sarrazin, qui travaille chez SOS Médecins, qui a fondé SOS Médecins. Qui est le président du collectif. Ouais, président du collectif 2009, qui dit, ça s'appelle le syndrome de la baguette magique. Et j'aime beaucoup cet exemple. Il dit, la médecine, c'est un tout. Il dit là, la vaccination, peut-être que ça marchera. Et super si ça marche. Ou peut-être pas. Et ce que l'histoire montre, c'est que finalement, il faut faire très attention en santé publique quand vous mettez tous vos œufs dans le même panier. Parce que c'est ce que je passe mon temps à répéter depuis le départ, depuis quelques semaines, en disant c'est quoi le plan B? C'est quoi le plan B? Et c'est là où nous touchons à un problème. Nous n'avons pas de plan B. Nous n'avons pas de plan T comme traitement. Nous refusons l'idée qu'il puisse y avoir des traitements qui peut-être apportent quelque chose. L'ivermectine, vraiment j'ai été étonné, j'ai regardé un peu les études qui sont sorties, c'est pas mal. On a des résultats qui sont encourageants en tout cas. Ça mérite d'explorer la piste en urgence, ça mérite d'aller loin, d'aller vite. La chloroquine, on voit bien que finalement, il y a quand même des pistes qui sont intéressantes. La vitamine D, je ne dis pas que tout ça est une solution miracle. Mais je dis, on attend des études. Mais putain, provoquons-les, les études. Accélérons, allons vite, allons fort. Et même si ça marche que partiellement, c'est toujours ça de prix. En plus peut-être du vaccin, j'en sais rien. Mais arrêtons de penser que le confinement est une solution. Du coup, on confine. Mais tu fais quoi en même temps? Ah bah rien, j'ai confiné. D'accord. Je vaccine. Mais tu fais quoi si ça ne marche pas? Bah ça marchera. Et si ça ne marche pas, ça marchera. Et si ça ne marche pas, ça marchera. Ok, j'ai compris. C'est ça le problème. Le problème, c'est qu'à un moment donné, on n'est pas capable d'avoir une vision prospective des choses. Là, la communauté internationale est devenue folle. On est devenu mais complètement marteau, quoi. Israël qui vaccine à tour de bras, bang, 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 jour et nuit. Je veux dire, qui en même temps confine, qui machin, j'ai de l'espoir. Et si ça marche pas? Ça marche. Et si ça marche pas? Non. Ah bah oui, bah d'accord. Jamais autant que dans cette crise, la science n'aura effectivement failli quelque part. Et en même temps, jamais elle aura, si les vaccins marchent, jamais elle sera allée aussi vite. Donc c'est intéressant aussi. Jamais il y aura eu autant de pistes de traitement. On n'a pas exploré, mais jamais il y aura autant. Donc, mais en même temps, il y a eu un problème de communication. C'est qu'en fait, on a voulu faire de la démocratisation scientifique, et il n'y a rien de pire que faire de la démocratisation scientifique, en fait. Il aurait fallu que les médecins ferment leur gueule et arrêtent effectivement de se balader sur les plateaux télé pour expliquer ici le confinement, là que machin va marcher, ici effectivement, on le reproche à Raoult, mais il faut arrêter les conneries. Raoult, c'est celui qui l'a fait le moins, en fait. Celui qui l'a fait le moins. Ok, il a balancé la chloroquine, ça marche. Une fois qu'il a dit ça, il n'a rien dit d'autre. Les autres, ils sont allés, le confinement marche, le couvre-feu marche, il faut effectivement que tout le monde ait dans un réacteur atomique. C'est fou, je veux dire. C'est fou. Et on a une faillite de la parole scientifique. Et ça, on a du mal à s'en remettre. Et est-ce que vous pensez qu'une fois la crise terminée, les Français retrouveront leur liberté telle qu'ils existaient auparavant? Je pense que la crise ne se terminera pas. Jamais. Non. Enfin, jamais, j'en sais rien. Mais pas tout de suite. Ça commence quand, ça finit quand, une crise? Ça commence quand? Est-ce qu'elle a commencé en février ou est-ce qu'elle a commencé en mars au confinement? Elle se termine quand? Quand il n'y a plus de patients en réa? Ou quand il n'y a plus de patients hospitalisés? Ou quand il n'y a plus de patients malades? Quand il n'y a plus de patients positifs? Antigéniques ou PCR? Ou anal?
Et, elle se termine quand la crise? Quand on pourra recommencer à voyager? Ou quand on aura un passeport vaccinal? Quand on sera tous vaccinés? Ou quand il y aura une immunité collective suffisante? Elle se termine quand la crise? C'est pas vous qui décidez de quand elle se termine. C'est le gouvernement qui décide quand elle se termine. Et en fait, est-ce qu'on retrouvera nos libertés? Je suis partagé sur cette question. Parce que j'ai envie de vous dire, est-ce qu'on les a perdus? Réellement? C'est une vraie question. Hein. J'aime pas J'aime pas les discours simplificateurs. On a perdu nos libertés. Allez vivre en Chine, hein. Ils ont des frontières. Vous avez vu sur Arte, il y a un super reportage là avant-hier où ils ont des frontières entre les villes. Ils ont des checkpoints, quoi. On a perdu nos libertés. Je dis pas qu'il n'y a pas d'atteinte aux libertés. Je dis, c'est pas ça le problème, quelque part. Ça n'existe pas, la liberté, en tant que telle. Les libertés. Les libertés, elles ne sont jamais absolues dans un état de droit. Je veux dire, ça n'existe pas. Alors évidemment, la liberté est la règle, la police l'exception. Mais en fait, après, ça dépend où vous placez le curseur. Quand j'interdis le spectacle de Dieudonné, je fais quoi? Je porte atteinte à la liberté. Quand j'interdis une manifestation, je fais quoi? Je porte atteinte à une liberté. Et je le fais au nom d'une certaine idée de l'ordre public. Alors, on peut ne pas être d'accord, mais c'est bien au nom d'une idée de l'ordre public que je le fais. De la protection d'un intérêt général. Et donc, ici, le risque, c'est quoi? C'est qu'au fond, on change de paradigme, qu'on ait une liberté, mais qu'on ait une liberté conditionnée. Conditionnelle, presque. Si on commence à subordonner la liberté à la vaccination, c'est compliqué. Parce que du coup, c'est compliqué. Tout est une question de rapport de proportion, en fait. Et c'est là où celui qui devrait être le gardien de ça, c'est le juge. Celui qui devrait être le gardien de ça, c'est le Conseil d'État. Mais le Conseil d'État a choisi de s'en laver les mains. Parce que juger, c'est encore administrer. Et que ces passerelles, vous touchez du doigt, il y a plein de crises dans la crise. Je vous l'ai dit, crise politique, crise de la décision publique, crise du gouvernement, crise sanitaire au sens crise scientifique, de cette parole scientifique, crise ordinale de l'institution représentative, mais crise judiciaire. Ces passerelles entre le gouvernement et le Conseil d'État, le juge des référés, Christine Mauguet, par exemple, qui était au cabinet de Taubira, Philippe, qui est conseiller d'État, ces passerelles permanentes, ces gens qui vont et qui viennent, dans une période de crise sanitaire où le gouvernement a besoin du soutien du juge, il le lui accorde. C'est ce qui se passe en ce moment. Il se passe que le Conseil d'État, plus que jamais, donne corps à une formule d'un doyen de fac du 19e siècle, juger, c'est encore administrer. Le juge refuse de tacler l'État, de jouer son rôle de gardien des libertés. L'État peut porter atteinte aux libertés, c'est pas le problème. Et c'est une tentation naturelle de le faire. Et peut-être même qu'il le fait de bonne foi, je veux dire. Mais celui qui est le gardien de la proportion, c'est le juge. Ni libertaire, ni autoritaire. Et regardez ce qui s'est passé dans l'affaire des masques. C'est très intéressant, l'affaire des masques. Vous saisissez le Conseil d'État, vous dites, mais attendez, là, les médecins n'ont pas de masque, eux, ils n'ont pas de masque, machin. On réfère liberté. Faites injonction à l'État de fournir des masques. Le rôle du juge, il est de dire, oui, vous avez le droit à des masques, ou non, vous n'avez pas le droit à des masques. C'est pas ça qu'il a fait. Il a dit, bon, ouais, vous avez le droit à des masques, mais à condition que l'État en ait. Parce que s'il n'en a pas, bah, vous comprenez, il ne peut pas vous en donner. Donc je ne peux pas le condamner à vous en donner parce qu'il n'en a pas. Mais sauf que ce n'est pas son boulot, ça. Ça, c'est un problème d'exécution de la décision. C'est que l'État aurait très bien pu dire après, je ne peux pas exécuter la décision parce que je ne les ai pas. Mais le juge a anticipé, finalement, et a dit, bah non, je ne vais pas le condamner parce qu'il ne les a pas. Mais ce n'est pas ton problème. La décision de justice, elle n'est pas là. La décision de justice, elle n'est pas là
pour autre chose que de dire le droit. Donc si le droit commande de dire que j'ai le droit à des masques, j'ai le droit à des masques. Pas de savoir si tu les as ou pas. Si tu peux me les donner ou pas. C'est pas mon problème, quelque part. On a une exacerbation, alors les juristes le savent, nous, ça fait longtemps qu'on le sait. Mais là, la France découvre que le Conseil d'État, on ne peut rien lui demander. On ne peut pas lui demander. On ne peut rien lui demander au Conseil d'État. Que s'il faut, effectivement, quand c'est un peu... Regardez les cultes. C'est très intéressant, les cultes. On est en confinement, les cultes sont confinés, les évêques de France saisissent le Conseil d'État, il vous dit non, circuler, il n'y a rien à voir, puis en plus on se contamine dans les cultes. D'où on se contamine dans les cultes? Pourquoi on se contamine dans les cultes? Si les mesures barrières, si les gestes, machin, protocole sanitaire. 15 jours plus tard, la jauge à 30 est fixée par le gouvernement. Les évêques disent mais vous rigolez ou quoi, 30 dans la cathédrale d'Amiens? Vous êtes complètement con ou quoi? À un moment donné. C'est intéressant ça d'ailleurs, regardez. Quand je parle d'incompétence, 30. 30, c'est bien. Mais 30 dans la chapelle du coin ou 30 dans la cathédrale d'Amiens, c'est pas les mêmes 30. Et là, on ressaisit le Conseil d'État, qu'est-ce qu'il fait? Il dit oh ben non, vous rigolez ou quoi? Non, c'est une atteinte aux libertés. Hein. Ben oui, parce que finalement, il accepte de discuter des modalités, pas du principe. Remettre en cause le gouvernement sur 30 ou 300, c'est pas très grave. Mais dire il faut ouvrir ou il ne faut pas ouvrir, ça, il ne le fait pas. Ça, il ne le fait pas. Il ne veut pas entraver l'action du gouvernement, ce qui devient un vrai problème. C'est-à-dire que ça devient un vrai problème parce que juger, c'est encore administrer. Et que cette administration centrale dont je vous parlais tout à l'heure, cette hyper-administratisation, une espèce d'hyper-administration, elle va jusque dans les sphères du juge. Puisque le juge qui contrôle l'administration est lui-même un administrateur sorti de la même école que l'administrateur, justement. Et que finalement, il passe, il y a une passerelle. Voilà. Il y a une hypocrisie, si vous voulez, juridictionnelle. Le Conseil constitutionnel, c'est pareil. Le Conseil constitutionnel a décidé qu'il ne jouerait plus son rôle de gardien de la Constitution, parce que c'est devenu un organe politique. Alors, intéressant, parce que je pense que Raoult dit un truc, il dit on est à un tournant civilisationnel. Alors lui, il le dit probablement sur le plan scientifique. Moi, je le pense, effectivement, je partage son avis, je ne sais pas sur le plan scientifique, mais sur le plan sociologique et la sociologie administrative, c'est certain. C'est certain. On a un parlementarisme qui a disparu, on a un juge qui a décidé qu'il fallait soutenir le gouvernement en toutes circonstances, et donc vous n'avez pas d'accès au juge en temps réel, et vous avez un gouvernement qui, du coup, un législateur qui, du coup, va habiliter le gouvernement avec une espèce d'état d'urgence permanent à faire un peu ce qu'il veut, quand il veut, sous contrôle du juge, mais sous contrôle d'un juge dont je vous ai dit que si ça chauffe un peu, il refuse de s'en mêler. Mais c'est comme ça que naît finalement une confusion des pouvoirs. C'est comme ça qu'à un moment donné, on en arrive à une abrogation institutionnelle. Et ce qui m'étonne, c'est que je suis extrêmement surpris qu'on ait finalement on commence à en avoir, de médecins qui se sont levés pour défendre une liberté de prescription, mais on n'a personne qui se lève réellement pour dire attendez, là on est en train de changer de civilisation sur le plan juridictionnel. Je vous raconte un truc. Qu'est-ce que vient de me faire le Conseil d'État sur la chloroquine? Je saisis le Conseil d'État en mai sur la chloroquine. Pourquoi je le saisis? En disant écoutez, monsieur le Conseil d'État, moi je ne sais pas si ça marche et je m'en fous. Ce que je sais, c'est qu'en ville, en mars, les pharmaciens de ville avaient interdiction de délivrer de la chloroquine sur les ordonnances, machin chose. Et bien ça, là, vous voyez, c'est pas possible juridiquement. C'est possible pour au moins 2 raisons. D'abord, parce que c'est une atteinte au principe d'égalité. J'ai pas le droit de faire une distinction entre les médecins de l'hôpital et les médecins privés. Bref. Deuxième réalité beaucoup plus sommaire, le ministre de la Santé n'a pas compétence pour venir interdire un médicament. Pourquoi il n'a pas compétence? Ah mais c'est simple, parce que la loi d'urgence sanitaire, elle lui donne habilitation pour fournir un médicament pour lutter contre le Covid, pas pour venir réglementer l'accès à un médicament. Très bien. Mémoire en défense du ministre. Le ministre me dit ouais, vous avez raison. Pardon?
Ah, vous avez raison, j'avais pas compétence pour le faire, mais vous comprenez, il y avait une pénurie sur les stocks, donc il fallait que je gère les stocks. Ah oui, si tu veux, d'accord, mais n'empêche que c'est pas ça. Le texte ne dit pas que tu as le droit de gérer la pénurie, le Premier ministre pouvait le faire. Le législateur pouvait le faire, mais toi, tu ne pouvais pas le faire. Et attention, la question de la compétence, elle peut apparaître comme un détail, mais c'est loin d'être un détail. Parce que la compétence au sein de l'État, l'excès de pouvoir, il commence quand quelqu'un prend une responsabilité qui ne lui est pas conférée par un texte. Et le texte, c'est la Constitution. Je n'ai pas, et la loi, je n'ai pas le droit, moi, loi, je t'habilite, toi, ministre de la Santé, à mettre à disposition des médicaments, t'en profites pour venir réglementer l'utilisation des médicaments. C'est pas ça ton boulot, t'as pas le droit, je t'ai pas habilité à faire ça. Mais dis-moi, mais il y avait une pénurie. Mais je m'en fous qu'il y ait une pénurie. Le Premier ministre pouvait le faire, il a un Premier ministre dans ce pays quand même. Lui, il pouvait le faire. Lui, il pouvait prendre un décret, mais toi, tu ne pouvais pas. Qu'est-ce que fait le Conseil d'État? Alors que le ministre me dit qu'il n'a pas le droit. Il le reconnaît, il l'écrit. Et bien, il me dit, le ministre a le droit. Parce qu'il y avait une pénurie. Donc le Conseil d'État va à l'encontre de ce que dit le ministre et va à l'encontre de ce qui est écrit dans la loi d'urgence sanitaire. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Eh bien, on ne fait rien. On ne peut rien faire. On ne peut plus rien faire. Et donc, vous touchez à l'imperfection du système. Vous touchez à ce qu'il y a lieu d'appeler la faille dans le système. C'est cette faille de San Andreas, quoi, qui fait que, vous savez, la faille de San Andreas, elle est intéressante en Californie, parce que finalement, qu'est-ce qui se passe? Ça tient. De temps en temps, ça secoue un peu. Et puis un jour, quand ça va se déchirer, ça va secouer, schlac. Et bien moi, je pense qu'on est en train de se déchirer, schlac. Et que contre ça, vous ne pouvez rien faire. C'est du fatalisme peut-être, hein. Mais qu'à un moment donné, il faut détruire pour reconstruire. Et qu'il faut continuer à s'enfoncer. Il faut qu'on ait des lois bioéthiques de merde. Il faut effectivement qu'on ait des lois d'urgence sanitaire de merde. Il faut qu'on ait un parlement de merde. Il faut qu'on ait des gouvernants de merde. Parce que quand on sera vraiment dans la merde, peut-être que les Français comprendront qu'à un moment donné, il y a peut-être quelque chose à faire là. Que c'est quand même nous qui détenons la clé du succès, la clé, j'ai presque envie de dire, de la résurrection, appelons ça comme ça, vraiment, c'est nous qui la détenons, par le jeu de l'élection. C'est nous qui pouvons effectivement prendre à partie nos députés dans un an et dire, on fait quoi maintenant? On fait quoi maintenant? C'est nous qui devons faire émerger de nouvelles personnalités, c'est nos enfants qui doivent émerger en se posant la question de quel monde ils veulent. C'est les intellectuels de ce pays et pas les Bernard-Henri Lévy. Oui, j'avais dit les intellectuels, mais bon. Je veux dire, mais c'est pas les mecs qu'on entend à longueur de journée qui sont à l'origine du problème qui vont le régler. Et je veux dire, c'est pas un problème de parti, c'est un problème de conscience. Je m'en fous des partis, quelque part. C'est un problème de se demander quel rôle on veut accorder à la science, quelle parole du médecin, quelle liberté. Il n'y a pas de liberté totale du médecin. Quelle place pour le patient? Est-ce qu'il me faut 5 000 l'IDREA ou 25 000? Qu'est-ce que je suis prêt à investir pour ça? Où est-ce que je suis prêt à renoncer pour ça? Les députés, en pleine pandémie, augmentent leur rémunération. C'est-à-dire qu'à un moment, on n'a même plus cette notion de l'exemplarité. On arrive dans un système où on ne se sent pas redevable, on ne se sent pas solidaire, on ne se sent pas concerné par ce que vivent nos électeurs. Dès lors, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est virer ces mecs, quoi. Des mecs qui ont l'outrecuidance d'augmenter leur rémunération pendant que des Français meurent de faim. C'est incroyable, c'est pas possible. On ne peut pas accepter ça. On sait qu'il y a des émeutes qui sont... enfin, je ne sais pas si on peut parler d'émeutes, mais aux Pays-Bas, la situation commence à se détériorer. On voit que ça se passe dans plusieurs pays européens, qu'il y a vraiment une confrontation, on peut dire une confrontation avec le pouvoir. Comment vous regardez cette situation-là? C'est les émeutes de la faim. Ça s'appelle les émeutes de la faim. Ou les deux. C'est pas con. C'est la faim FAIM, mais ça pourrait être la faim FIN. Ça pourrait être les deux. Mais c'est les émeutes de la faim. Je veux dire... Vous vous rendez compte de ce qu'on est en train de faire là?
vous rendez compte que il y a des gens là qui n'ont plus de moyens de subsistance. Je veux dire, on a du mal à réaliser ce qu'on dit là. Ils n'ont plus aucun moyen de subsistance. Ils n'ont plus aucun moyen de subsistance. Rien. Que dalle. C'est-à-dire... Et quand j'entends des médecins venir en appeler au confinement dur comme en mars, mais pardon, hein, messieurs, mais je vous dis ta gueule. Mais fermez vos gueules. D'abord, ce n'est pas votre problème. Et ensuite, vous devriez transpirer chaque fois que vous dites ça. Vous devriez effectivement avoir des gouttes de sang presque qui transpirent. Parce que là, vous touchez à la vie des gens. Vous ne vous rendez pas compte qu'un confinement au mois de mars, comme au mois de mars, pour sauver, encore faudrait-il qu'on soit sûr. Vous ne devriez le dire que si vous êtes sûr, absolument certain, qu'il n'y a pas une seule étude qui vous dirait que ça ne marche pas. Fût-elle biaisée. Il faudrait que vous ayez 100, 200, 300, vous en avez exigé 300 pour la chloroquine, il vous en faudrait 3000 pour le confinement. Parce que là, vous allez tuer des gens. Vous allez tuer nos jeunes. Moi, j'ai un fils de 18 ans sur lequel on est très inquiet. Première année de droit, je ne sais pas comment on va le récupérer. Enfin, si je sais, on va pas le récupérer, je pense. C'est pas un mec qui s'inquiète facilement, pour le coup. Mais là, c'est un taux de suicide. Moi, j'étais hier en réunion avec une organisation de médecins en Ile-de-France qui me disait qu'ils sont très très inquiets de ce qu'ils voient. Hein. Et je vous l'ai dit, hein, mes gars, c'est des mecs qui sont allés au charbon en mars et l'épidémie ne les a pas inquiétés, eux. Hein. Ils ont fait le job. Hein. Mais là, ils vous disent qu'ils ont 20 à 30% dans leur clientèle, la patientèle, de tentatives de suicide en plus. Qu'ils ont un stress post-traumatique avec un taux de consultation spécialisée en psychiatrie, pédopsychiatrie, qui a explosé. Mais où est-ce qu'on va là? Le confinement, c'est pas fait pour nous, c'est fait pour la Chine. Ils ont l'habitude. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas transposer un modèle. C'est la Chine les premiers qui ont confiné. Mais on ne s'est pas rendu compte que c'est un modèle de société où l'homme n'existe pas. On ne s'est pas rendu compte que ce n'est pas adapté à nos sociétés. On ne s'est pas rendu compte qu'en Italie, par exemple, vous avez un certain nombre d'entreprises en Italie que je connais bien, j'y ai vécu 7 ans en Italie. Les gens, ils sont en train de mourir. Mourir. Un mec, les mecs, là, je pense à un mec à Rome, là, que je vois bien, un commerce, où le mec tirait sa subsistance du commerce, il n'a plus rien. Rien. Sa maison est vendue, parce qu'il était obligé de la vendre. Il est reparti en location dans un appart de 80 mètres carrés, avec 3 enfants. Il n'a pas de quoi payer la fac de l'aîné. Il va à l'aide alimentaire. Sa femme a un cancer. Qu'est-ce qu'on fait? Et des situations comme ça, je vous en donne 5 000, 10 000, 20 000, 30 000, 50 000. Quand j'entends les médecins venir fièrement à la télé dire « mais c'est quoi ce gouvernement qui n'a pas confiné, mais il n'a pas de courage ?» Mais vous vous rendez compte de ce que vous dites? C'est vous qui devriez être poursuivi dans ces conditions. C'est vous qui devrez être poursuivi, je le disais tout à l'heure. Je veux dire, sur le fondement de l'article 13 du Code de déontologie, c'est vous qui devriez être poursuivi pour en appeler et faire pression sur le gouvernement qui sait qu'effectivement, une bande de branquignoles qui a la trouille de ce qui bouge, tout ce qui bouge. On sait qu'effectivement, vous pensez que votre parole est influente, et on sait qu'elle l'est. Et on sait que vous cherchez à influer. Mais ça n'a aucun fondement. Et quand bien même on aurait ça, vous devriez d'abord dire on a tout essayé. On a essayé autre chose. On va essayer, je sais pas quoi. On va réfléchir, faire preuve de créativité. Mais vous vous rendez compte de ce qu'on fait? Vous en appelez à fermer les écoles. Il faut fermer les écoles. Mais vous voulez tuer les gamins, en fait. On a fermé les lieux culturels. On n'a plus accès. Comment ça naît, une dictature? Pardon, hein? Alors il faut relire Tocqueville, hein, avec Tocqueville là-dessus. Mais à un moment donné, on vous prive de la culture, quoi. Comme si la culture n'était pas un élément essentiel, un commerce essentiel. Il y a quoi de plus essentiel que la culture? Il y a quoi de plus essentiel que l'opéra? Il y a quoi de plus essentiel que les concerts? Il y a quoi de plus essentiel que le théâtre? Il y a quoi de plus essentiel que l'Opéra de Paris? Quoi que ça discute, ça. En ce moment, vu la programmation. Mais bon. Il y a quoi de plus essentiel que la comédie française? Il y a un truc de plus essentiel que la comédie française? C'est possible, ça?
C'est possible qu'en France, qu'au pays de Molière, de Louis XIV, on vienne dire que la comédie française y est plus essentielle que la comédie française. C'est possible, ça? Qui est moins essentielle. On peut dire ça? Pas possible, on ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire, dans ce pays, que la culture n'est pas essentielle. C'est pas possible. On ne peut pas dire qu'on ne se contamine pas dans les transports en commun pour aller trimer le matin, mais qu'on se contamine à la comédie française avec un siège sur 3, avec tout le monde avec le masque. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'on est en train de faire, là? Eh bien, on est en train de faire du buzz. Les médecins qui appellent au confinement, c'est du buzz. Ça parle d'eux, ils ont compris un truc. Mais quelle honte! Pardon, mais quelle honte! C'est ces mêmes mecs qui ensuite viennent déglinguer la chloroquine. Mais putain, mais balancer des tonneaux de chloroquine, on s'en fout quelque part. Ça marche pas, on s'en tape. Je veux dire, pardon, mais on s'en tape. Ah ben c'est dangereux pour les patients, attention. Hein. Pour quelques patients, c'est dangereux. Ben, on a bien vu, les cimetières sont tous remplis de mecs qui ont pris la chloroquine, quoi. Bien, on a tous vu, hein. Bien. Et à Marseille, si vous avez vu le cimetière de Marseille, l'IHU a ouvert un cimetière. Si vous regardez, il est marqué cimetière de la chloroquine. Raoult lui a donné son nom. Mais je veux dire, mais le confinement, lui, on sait qui tue. On ne sait pas s'il sauve. Mais on sait qui tue. Peut-être qu'il sauve, mais il tue. Est-ce que la balance bénéfice-risque, elle compte là? Vous imaginez quand même? Là, en ce moment, on ferme les commerces. Là. Donc Sephora, galerie marchande, je sais pas quoi, à Vélizy 2, c'est fermé, mais par contre, effectivement, en ville, c'est pas fermé. Mais avec des protocoles sanitaires. Mais enfin, je veux dire, à un moment donné, il faut qu'on arrête là. Il faut qu'on arrête. Il faut qu'on sorte, à un moment donné, de cette absurdité. C'est absurde. Quand je vous disais que ces mecs n'ont aucune idée de où ils vont, ils se laissent influencer par les abrutis là, qui passent leur journée. Je me demande, putain, il n'y a pas tant de patients que ça dans les hôpitaux. Parce que vu le temps qu'ils passent sur les plateaux télé, ceux-là, je croyais qu'on manquait de médecins, bordel. À un moment donné, concrètement, vous vous rendez compte, le confinement, les émeutes, mais bien sûr qu'il y a des émeutes. Et il va y en avoir de plus en plus des émeutes. C'est les émeutes de la faim. Faut pas croire, on n'est pas tous des bourgeois qui, effectivement, pouvons nous permettre de vivre de notre capital. Enfin, je veux dire, faut arrêter 5 minutes. Il y a des gens qui travaillent dans ce pays. Il y a des gens qui souffrent dans ce pays. Il y a des gens qui sont abrutis par les charges dans ce pays. Il y a des gens qui ont du mal. Mais putain, mais les mecs qui parlent du confinement, mais qui viennent passer 24 heures chez moi, j'ai les restaurateurs chez moi. J'ai effectivement les intermittents chez moi, les intermittents de la restauration, les intermittents de la culture. Ces types-là, ils n'ont plus rien. Il y a des mecs qui sont en fin de droit. Ils n'ont plus rien, rien. Quand je vous dis rien, c'est rien. Plus rien, ils n'ont plus de quoi vivre. Demain, ça n'existe pas pour eux. Et on veut les confiner? Mais putain, mais forcément que ces mecs, ils vont prendre, c'est pas les fourches qu'ils vont prendre. À un moment donné, il va forcément y avoir un drame. C'est comme ça que ça naît une révolte. C'est comme ça que ça naît une révolution. Quand on n'est plus capable de sentir les choses et qu'on dit que finalement c'est une bande de bourgeois, de je sais pas quoi, instrumentalisés, quand à un moment donné la représentation nationale n'est plus capable de faire entendre sa voix, et ce qui me permet d'ailleurs de dire une chose intéressante. On m'a beaucoup reproché d'avoir saisi le juge très régulièrement. Mais si j'avais pas saisi le juge, c'est des révolutions qu'il y aurait eu. La justice, c'est la violence légitime. C'est pour ça que c'est important que ce putain de juge fasse son boulot. Pour effectivement réguler. Parce que si le juge ne régule pas, eh ben c'est la vengeance qui devient effectivement la règle. Dans toute l'histoire de la pensée politique, c'est comme ça que ça se passe. Donc évidemment qu'il y a des révoltes. En Autriche, on a vu les policiers refuser de charger la foule, ou en tout cas enlever leur casque. Mais on n'en peut plus. Je veux dire, il faut bien comprendre qu'on n'en peut plus. Les Français, le monde entier serait capable d'accepter des mesures si elles avaient un sens. Mais on confine. Et puis le poids des mots, si vous voulez. Je suis l'homme du mot, l'homme des mots. Je suis abasourdi par la facilité avec laquelle on appelle au confinement, presque avec un air jovial. Des Martin Blachier, ceux-là, les autres, appellent avec un air jovial. Il faut confiner, vous savez, c'est la seule solution. Mais que fait ce gouvernement qui ne confine pas? Enfin, entre deux éclats de rire, mais ils sont fous. Mais ils sont fous. Le confinement tue des gens. Donc, quand vous le mettez en place, il y a une nécessité, mais je veux dire, vous ne devriez pas avoir le moindre doute sur son efficacité. Vous devriez, s'il y a une chance, une seule, sur 1 milliard pour que ça ne marche pas, compte tenu des dégâts collatéraux, parce que l'épidémie, elle va finir,
C'est une question de temps, mais elle va finir. Mais les traumatismes de l'épidémie, eux, ils vont rester. Les gens qui ont perdu leur restaurant, les gens qui ont tout perdu, tout, leur dignité, tout, c'est sur des générations qu'on va le traîner. On en est sûr, là? On est vraiment sûr que c'est ce qu'on veut? C'est ça qu'on propose? On propose nos sociétés occidentales, modernes, on fait un Paris-Tokyo dans la journée, et retour, et on propose comme mesure pour lutter contre une épidémie, une mesure médiévale qu'est le confinement? Vraiment? Vraiment? C'est ça le progrès et l'évolution? Je veux dire, on est capable au moment de la 5G, les antennes relais, partout, de venir effectivement confiner des gens chez eux, fermer les restaurants, fermer les lieux de vie, le couvre-feu, enfin je veux dire, pardon, j'ai un détail, mais ça m'agace. Pizzeria à côté de chez moi, en fait, qui putain, qu'est-ce qu'elle s'est battue pour survivre? Elle va fermer. Le seul moyen qu'elle avait trouvé de subsister, c'était les ventes à emporter. Ça marche bien en pizzeria. Ben, c'est fini. 18h. Elle a le droit de livrer. Mais les clients n'ont pas le droit de venir la chercher. Parce que vous comprenez, on se contamine à Rambouillet. Beaucoup. Beaucoup. Mais ces gens sont fous. Ces gens sont fous. Ils sont atteints d'une espèce de pathologie mentale. C'est un effet collatéral du Covid. Ils sont fous. Et je le redis, pardon, une dernière fois, mais putain, les médecins, fermez vos gueules, quoi. C'est pas votre problème, le confinement. Vous devriez, au contraire, penser aux patients, quoi. En disant, le confinement, attendez. Avant de le faire, soyons sûrs que c'est la solution. Transpirer. Le jour où j'enverrai un transpirer, en appelant au confinement, transpirer des gouttes de sang, je pourrais le croire. Mais tant que vous n'êtes pas en train de transpirer des gouttes de sang et que vous le dites avec une allégresse et une facilité déconcertante, c'est très inquiétant. Vous êtes en train de tuer des gens. Ce confinement, plus exactement, est en train de tuer des gens. Et cette parole par laquelle, effectivement, vous appelez au confinement, elle va tuer intérieurement des gens parce qu'elle va vous tuer. Moi, c'est vraiment ce que je dis aux médecins. Parce que d'abord, les gens n'en peuvent plus. Moi, je vous voulais qu'effectivement... Mais faut écouter les gens un peu. Sortez, putain, écoutez-les, les gens. Quand on vous dit que 57% des Français sont favorables au confinement, mais vous rigolez ou quoi? Mais enfin, quel Français? Quels Français? Lesquels? De qui on parle? C'est ça le vrai problème. Moi, je ne suis pas, encore une fois, vous l'avez compris, je ne suis pas un libertaire. Ça ne veut rien dire être un libertaire. Mais je m'inquiète, je suis très inquiet pour nos enfants. Nos enfants, nos enfants, quoi. L'interaction sociale de nos enfants. Ah, mais on dit ça comme si on était des enfants gâtés en disant ça. Mais putain, arrêtez les conneries, quoi. L'homme est un animal social, pas moi qui le dis, c'est Aristote. C'est-à-dire, en privant l'homme d'une sociabilité, en privant le jeune d'une sociabilité, on le prive pour les 20 ans, 30 ans qui viennent d'un développement. C'est vraiment grave si on alterne le présentiel et le distanciel à la fac. C'est vraiment grave si on essaye de faire des compromis, de trouver des solutions. C'est vraiment grave si on fait ça. C'est vraiment un problème de reprendre des activités sportives avec un peu de... Voilà. C'est vraiment grave d'en appeler à l'esprit de responsabilité des gens. Mais comment est-ce qu'on en arrive à savoir pourquoi on se contamine? Comment on se contamine? Puisque les restaurants sont fermés, les bars sont fermés, les commerces sont fermés, tout est putain fermé dans ce pays. On ne fait plus de sport, on ne fait plus rien. Comment on se contamine? Comment on se contamine? Mais ça, c'est une question qui intéresse personne. Non, il faut confiner. C'est du discours, c'est de la communication. Si moi, demain matin, j'en appelais au confinement et je faisais un recours pour avoir un confinement, j'aurais la une de la presse. Parce que c'est bien. On est des gens bien quand on appelle au confinement. On est des gens responsables quand on est inquiet et qu'on va sur les plateaux télé pour dire « Il va y avoir 200 000 morts si on ne confine pas !» 200 000 morts, madame, si on ne confine pas. On n'en sait strictement rien, mais c'est pas grave. Ça buzz après ça buzz. On est dans une société du buzz. Et je crois que des médecins ont compris ça, que ça buzzait. Alors pas tous. Et je crois vraiment qu'il devrait s'impliquer une discipline stricte de ne parler que de ce qu'ils sont sûrs. Et plus la mesure est grave, plus ils devraient se taire et ne pas la proposer en première intention, et encore moins en deuxième, et encore moins en troisième. Ils devraient effectivement ne pas la proposer du tout, et dire on va tout faire, on va réfléchir ensemble, nous, communauté médicale, comment faire pour éviter le confinement. On va faire un travail auprès de nos patients pour je ne sais pas quoi.
réfléchir. La chloroquine, l'ivermectine, on va mettre tout le monde sous l'ivermectine, on va essayer, puisque la prophylactique, les études semblent montrer que ça marche pas mal. Allez, on va essayer. Et si on essayait, et gouvernement là, et si on est à la télé tous ensemble faire pression pour qu'on essaye un truc, quoi. Non, c'est la vaccination. Mais bon, la vaccination n'empêche pas le confinement, on l'a vu en Israël. Si vous voulez, je n'aime pas quand on balance des mots comme ça. Confinement. J'aime pas ça. Ok, en mars, il fallait peut-être le faire. On ne savait pas ce qui était en train de nous tomber dessus. Moi, je ne jette pas la pierre au gouvernement de l'avoir fait. Je dis, mais ça y est, on n'est plus en mars, quoi. On n'est plus en mars. Et je sens bien qu'il y a des nostalgiques du confinement strict, que ça a un côté... Ah putain, quoi. On est entré dans les livres d'histoire. Demain, certains médecins se regarderont à la télé, dans 10 ans, dans 20 ans, leurs petits-enfants, ils diront « T'as vu, c'est l'époque où on a été confinés strictement. C'est grâce à ton grand-père. » J'ai fait pression à cette époque. Un peu comme les mémoires de guerre, vous savez. On est tous des Churchill, et tous les mecs à la télé sont des Churchill maintenant. Mais c'est pas parce que les versions sont arrivées sur Netflix, du coup. Mais le truc, c'est que on se rend pas compte là de ce qu'on fait, on se rend pas compte de ce qu'on dit. C'est comme les mecs qui en appelaient à la guerre. C'est comme ça me fait penser en 1914, je veux dire, où les types, effectivement, qui voulaient la guerre. Mais on se rend pas compte de ce qu'on dit, quoi. On va faire la guerre. C'est des mots, tout ça, mais des gens la vivent, la guerre. Le confinement, c'est des mots. Je veux dire, on n'a rien à foutre. Enfin, pardon de le dire aussi brutalement, mais les médecins, ils y perdent quoi dans l'histoire? Enfin, je veux dire, faut arrêter les conneries. Ils parlent du confinement, mais qu'est-ce qu'ils y perdent? Qu'est-ce qu'ils y perdent? C'est quand même la seule profession, une des seules professions qui n'y perd rien. Donc, il n'y a que des gens qui ne perdent rien. Appellent. Enfin, pardon, j'ai beaucoup de sympathie pour les médecins, mais à un moment donné, il faut raison garder quand même. Une profession qui ne subit pas la crise, qui effectivement a des garanties à tous les niveaux, finalement, en appelle à bloquer un pays pour tuer toute une économie et surtout des vies. On ne parle pas d'économie, on parle de vie. On est vraiment sûr là? Ça va mal finir. Et vraiment, c'est là où je vous dis qu'Emmanuel Macron est loin d'être stupide. Parce que la solution de facilité pour lui, là, c'était de confiner. Là, je veux dire, il écoute les mecs, il écoute son gouvernement de merde. Je veux dire, les abrutis là, qui lui servent effectivement. Voilà. Je suis ravi de constater que pour une fois, il est au-dessus de la mêlée, quoi. Et il s'est dit, vous me faites chier, les gars. Pareil, quand Defraissier est arrivé en disant, faut pas réouvrir les écoles. En mai. Il est arrivé, il a dit, je t'emmerde et je réouvre. Putain, ça fait du bien, un mec qui gouverne des fois. Comme quoi il sait faire. Comme quoi il sait faire. Quand il prend des décisions, qu'il écoute un peu le bon sens quand même des gens. Je veux dire, il a le privilège, Macron, quand même. Il a un privilège. C'est que Brigitte Macron, elle n'est pas issue du sérail, quoi. Elle a été enseignante toute sa vie, à Amiens. Donc ces problématiques, elle les connaît intimement. Si elle pouvait l'écouter un peu plus, s'il pouvait l'écouter un peu plus, elle, qui écoutait tous les mecs là, qui sortent de l'ENA et qui ne rêvent que d'une chose, c'est faire carrière, ou de piquer sa place, bah, je suis sûr que ça irait beaucoup mieux. J'aurais perdu mon micro. Merci, maître.